m'appelle Thomas. Compétition. Je vais vous parler un peu. Pas seulement Ulule, j'ai vu un peu les thèmes que vous avez abordés, puis je me suis dit que je vais faire ça un peu vivant de mon expérience. Moi, j'ai vécu en fait une campagne de crowdfunding de sociofinancement en 2013 pour ma première entreprise. Puis ce que je voulais faire, c'est vous montrer un peu rapidement mon expérience, les points forts qui sont ressortis. Par après, on va laisser ça là, puis on va revenir un peu mon opinion sur où est-ce qu'on en est par rapport au crowdfunding, le sociofinancement, un peu le contexte aujourd'hui. Puis après, on va revenir toucher les points justement pour voir comment justement l'industrie de la culture, comment qu'elle se situe par rapport justement à mon expérience qui n'était pas dans l'industrie culturelle, mais qui se situe par rapport à le crowdfunding en général. Puis aussi, si vous avez des questions pendant ma présentation, n'hésitez pas. Je préfère que ce soit vivant puis un peu interactif. Donc, moi, j'ai co-fondé et co-développé une entreprise qui s'appelle Whitebook. C'était au tout début, en 2000. Moi, j'avais parti de cette entreprise en 2012 à l'Université d'Ottawa avec des collègues ingénieurs. Voilà, j'étais ingénieur de formation. On était trois dans un cours il y avait 6 semaines dans le cours, il fallait développer une idée. C'était super simple notre idée. On voulait développer le cahier écologique réutilisable pour toujours. Donc, on connaît les whiteboards qui sont utilisés un peu partout dans toutes sortes de situations de brainstorming dans les écoles. Sauf que l'expérience whiteboard est un peu difficile à avoir par rapport à quand on écrit, on efface. Il y a du ghosting qu'on appelle en termes de terminologie dans ce milieu-là. Et aussi, tu n'as pas de solution portable que tu peux amener. Donc, nous, ce qu'on a développé, c'est le Whitebook. On a développé un brevet autour de comment créer le gloss sur les feuilles pour rendre le cahier semi-permanent. 2012, pendant 6 mois, on a essayé de les vendre à des magasins à côté de chez nous. Ça ne marchait pas. Le monde disait oui, j'aime l'idée, mais bon, c'est difficile à vendre à des consommateurs. On a décidé, bon, ben allons tester un peu le marché au monde. Fait qu'on s'est dit, ben allons sur Kickstarter. C'était vraiment, je me souviens même, ça venait tout juste d'être accessible au marché canadien en 2013, novembre. On avait, ça c'est l'histoire, quand je la raconte, elle est tout le temps un peu intéressante. On avait fait une vidéo un soir rapidement. La journée d'après, on a créé les contreparties. Pouf, on l'a mis sur Internet, puis on est allé faire nos affaires. Je reçois un coup d'appel la journée d'après. Notre objectif, c'était d'avoir 4 000 $. On en a eu 424 000 en 30 jours. Je reçois un appel de mon collègue qui dit on l'a dépassé, puis on est en train encore de rouler de plus en plus vite en termes de vente. 30 jours plus tard, on en a vendu, comme j'ai dit, près d'un demi-million à 68, dans 68 pays, un peu partout, avec un objectif initial de 4 000 $. Bon, tout ça, le pourquoi je dis ça, c'est parce que c'est cool, c'est le fun, c'est ça qui est sexy qu'on entend quand on parle maintenant du coolest cooler, c'est l'argent, c'est le succès. Puis, on va se le dire, c'est bien d'avoir cet argent-là, de ce succès-là. Par contre, je crois que c'est derrière qu'on voit vraiment la vraie valeur. Puis c'est un peu que je montre un peu sous le capot la façon que nous, on l'avait interprété dans le temps, puis la réelle valeur. On avait 8000 contributeurs, donc 8000 clients et ambassadeurs engagés. Vous allez voir après, quand je vais revenir à l'industrie culturelle, c'est là qu'on va voir un peu les fils se connecter. On avait eu plein de mentions médias. Donc, en quelque sorte, c'est un contenu de communication qu'on avait eu. Et finalement, ce qu'on avait vendu au monde, la raison pourquoi les personnes nous ont donné leur argent en échange d'un produit qui n'existait pas encore, c'était qu'on leur offrait une expérience. L'histoire de 3 étudiants qui ont une idée pour un produit écolo qui se réutilise, qui est le fun, qui ne coûte pas cher. Les personnes ont embarqué derrière cette histoire-là. Donc, vivant, feel good, une mission commune, vraiment. Donc ça, c'est pour vous donner un peu une présentation rapide de mon expérience par rapport au crowdfunding puis par rapport au sociofinancement.
L'entreprise, en passant, je l'avais roulée pendant une couple d'années. Je me suis fait racheter par après. Elle est encore vivante, elle marche encore. Et c'est intéressant de noter que dans cette entreprise-là, ils ont recontinué à faire des campagnes de sociofinancement, ce qui était quand même assez particulier. Je vais revenir, c'est ici que je vais faire un petit point par rapport à l'évolution que, là, ici, je vous parle de mon expérience. Ça fait 5 ans maintenant que je baigne dans le milieu du crowdfunding, de l'économie collaborative. C'est pas soutenu par, mettons, de la recherche nécessairement, mais j'en ai fait beaucoup. Je me suis tenu souvent au courant, j'étais sur plusieurs panels. Et je vais vous montrer un peu le feeling que j'ai eu et puis un peu aujourd'hui qu'on en est. Ça fait près de 10 ans vraiment que le terme a vraiment explosé. Ça a vraiment commencé, le Kickstarter, les Ulule de ce monde, en 2008 et 2010. C'était vraiment le tout début. Le monde ne connaissait pas trop ça. Il y avait encore peur. Ils étaient frileux de comprendre c'est quoi. Puis là, on avait vu en 2010 et 2013 vraiment que c'était devenu là mainstream. C'est là que c'est devenu sexy. C'est là que on a commencé à avoir ces campagnes-là. On a commencé à avoir les médias qui commençaient à pousser l'idée du crowdfunding, du financement. Et ce qui est intéressant, c'est, puis moi je l'ai vécu parce que j'étais dans à la fin de cette cohorte-là qu'on peut appeler mainstream. On avait fait zéro PR, zéro de promotion, mais on avait tellement d'engouement que les personnes étaient notre moteur. Les médias étaient notre moteur de pub. Ce qui est arrivé un peu 2013-2017, c'est qu'on a eu un peu de turbo, je dirais. Les personnes ont commencé, puis c'est là un peu, je veux dire, en 2010-2013, il y a eu beaucoup de plateformes qui ont poussé. Je pense qu'à un moment donné, en 2014, il y avait 2000 plateformes, peut-être vous allez me corriger, 2000 plateformes de crowdfunding au monde. On s'entend que dans un marché qui vient tout juste de naître, de débuter, quand tu te lances toutes sortes d'alternatives différentes avec des règles différentes, avec des enjeux différents, ce que ça vient faire, puis c'est un peu l'effet pervers qui est arrivé, c'est que ça vient compliquer les choses pour les contributeurs. Parce que là, ils ne savent pas où aller, c'est quoi les différences entre les différentes plateformes et comment justement interagir versus ces plateformes-là. Donc moi, je l'ai appelé le Crowdfunding Mania. Et aujourd'hui, c'est super intéressant parce que c'est arrivé récemment, il y a 2 mois peut-être, une des plus grosses plateformes en France, KissKiss BankBank, vous le savez sûrement déjà plus vite que moi, mais a été rachetée par la banque Postale. On voit que maintenant, il y a une consolidation des gros joueurs. On voit les GoFundMe qui sont vraiment experts dans leur niche. On voit les Kickstarter aujourd'hui qui prennent de l'ampleur, mais qui sont en train, en fait, de plus grandir. Je pense qu'ils ont, versus l'année passée, ils ont une décroissance de 10%. Donc, on voit un peu les gros joueurs ressortir et les plus petites plateformes fermer. Puis c'est là un peu qu'on revient un peu sur terre, puis on voit la consolidation. Puis ça, pourquoi que je vous dis tout ça? C'est parce que, en tant que représentant, je suis le directeur général de Ulule Canada, notre vision, c'est, je vais le relier après par rapport aux industries culturelles, c'est qu'on est une vision de marketplace. On a 1,9 million de membres partout au monde, dans 200 pays. On a un énorme taux de réussite et on offre un énorme accompagnement. Quand on pense de crowdfunding, on pense souvent de gros succès, mais il y a beaucoup aussi de problématiques et d'entrepreneurs, de créateurs qui essaient d'aller trop vite, que ça ne marche pas, puis qui créent des problèmes, en fait. On a des bureaux un peu partout. Et pour revenir un peu à cette vision de marketplace, de marché, quand on revient au point que je disais, qui m'était moi valorisé, puis qui m'ont ressorti par rapport aux contributeurs, par rapport au contenu de communication et par rapport aussi à l'expérience. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dans l'industrie culturelle, c'est ça que les personnes vendent. C'est ça qu'ils vendent une expérience. Quand on a eu en 2013, il y a eu le premier film qui a gagné un Oscar, qui était socio-financé, un documentaire sur Kickstarter. Ils ont vendu une expérience aux participants. Quand on peut penser à l'industrie culturelle, que ce soit un artiste, que ce soit
l'Opéra de Montréal, que ce soit le Musée des Beaux-Arts, ils vendent une expérience. Puis ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est que dans mon passé, dans mes autres entreprises, j'ai eu la chance de côtoyer ces personnes-là dans l'industrie de la culture. Et ce qui ressortait, puis c'est un peu les 4 points que j'ai mis, c'est ces 4 points-là qui ressortaient le plus dans leurs besoins. Ils disaient souvent, il faut qu'on trouve de nouvelles façons de lever des fonds. Il faut qu'on trouve une nouvelle façon d'engager le participant, le membership qui appelait un peu. Il faut trouver aussi une raison de communiquer. Quand je parlais un peu de mon expérience de crowdfunding, de sous-financement, c'était une raison de communiquer un message et finalement de vendre une expérience. Tu n'achètes pas le produit, quand tu vas voir à l'Opéra de Montréal, tu n'achètes pas le siège, tu achètes l'entrée, tu achètes l'expérience quand tu vas prendre un drink. C'est tout complet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je l'ai mis comme titre La roue motrice, aujourd'hui, ce n'est l'est pas, ça s'en vient. Mais dans le futur, il n'y aura pas le choix, en fait, de l'utiliser comme outil parce que toutes ces caractéristiques-là se transfèrent directement dans les industries culturelles. Voilà, je vais terminer là-dessus. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.